statut juridique choisi lorsqu'on souhaite développer son activité en tant que consultant indépendant? Quels sont les mécanismes à mettre en place pour réussir à gagner le maximum d'argent lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on est freelance? Comment ça marche réellement? Si aujourd'hui vous êtes étranger en France, est-ce que c'est possible pour vous de devenir freelance? Dans la vidéo, je réponds à toutes ces questions. Je vous aide réellement à passer de salarié à indépendant en partageant mon retour d'expérience. Il faut savoir que le choix du statut juridique est très important parce que les gains que vous pouvez avoir changent drastiquement. Donc à ce niveau, vous ne devez pas du tout vous louper. Moi, ma recommandation, c'est quel que soit le choix que vous voulez faire, renseignez-vous énormément. Allez voir même des fiscalistes, allez voir des comptables pour pouvoir identifier qu'est-ce qui est réellement pertinent pour vous. Donc dans la vidéo, je partage mon expérience, mais je vous recommande vivement d'aller discuter avec des professionnels pour trouver une solution qui est adaptée à votre cas. Commençons par le premier cas. Aujourd'hui, vous êtes étranger en France, ok? Il faut savoir que lorsqu'on est étranger en France, on ne peut pas directement créer une société et devenir président de la société. Vous pouvez créer une auto-entreprise. On en reparle là-dessus. Vous pouvez créer une auto-entreprise. Mais par contre, vous ne pouvez pas créer une société. Donc, dans cette condition, comment devenir freelance lorsqu'on est étranger en France? Lorsque vous avez un passeport talent, salarié qualifié, ok? Première chose que vous devez mettre en place tout de suite, c'est d'aller faire ce qu'on appelle le portage salarial. Qu'est-ce que c'est? Je vous explique. Il faut savoir qu'il y a des sociétés de portage, c'est réglementaire, c'est légal, où vous avez un CDI de salarié porté. Ok, vous trouvez vous-même votre mission de freelance. Vous allez voir une boîte de portage salarial qui vous donne un CDI salarié porté. Quel est l'avantage de ce CDI-là? Premièrement, vous pouvez cotiser au chômage. Ça veut dire que s'il y a une rupture conventionnelle, vous bénéficiez du chômage. Deuxième point, vous pouvez prendre des crédits. Si vous souhaitez prendre un bien immobilier, vous pouvez avoir un crédit immobilier grâce à la société de portage. Troisième point, un élément important, c'est que si votre mission s'arrête, la société de portage aussi ne vous donne pas de rémunération. Donc, le salaire que vous gagnez en tant que salarié porté dépend essentiellement de la mission. Si vous n'êtes pas en mission, pas de salaire. Ok? Pourquoi c'est intéressant? Parce que le simple fait de passer de salarié CDI classique à salarié porté, vous pouvez littéralement multiplier votre rémunération par 2. Littéralement, minimum. Vous pouvez littéralement multiplier votre salaire par 2 en faisant le simple chiffre de salarié à salarié porté. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant parce que vous multipliez vos revenus, vous pouvez prendre un PME beaucoup plus important, vous pouvez faire des choses incroyables grâce à ce statut-là. Donc, si aujourd'hui vous êtes étranger et que vous souhaitez devenir freelance, premier bascule, c'est à ce niveau, d'accord? Si pour des raisons ou d'une autre, vous souhaitez avoir des prêts immobiliers rapidement en partant du salariat vers le freelancing, commencez par le portage salarial, prenez des crédits immobiliers pour pouvoir justement construire votre patrimoine. Et c'est une étape claire en tout cas que moi je vous recommande. Si vous êtes dans cette situation, soit vous êtes étranger et vous ne pouvez pas créer d'entreprise, soit vous souhaitez tout simplement investir dans l'immobilier. C'est un premier statut, un premier passage intéressant. Mais l'inconvénient, c'est que vous cotisez à tout en fait. Vous cotisez au chômage, vous cotisez à la retraite. Donc vous cotisez toutes les cotisations salariales qui existent et c'est vraiment pas, en termes d'optimisation fiscale, ce n'est pas le statut le plus optimisé, mais c'est déjà mieux en tout cas que le salarié classique. Donc on commence par le portage salarial. Deuxième étape clé, si vous êtes étranger, vous pouvez demander plutôt un passeport 10 ans. Parce qu'avec la 10 ans, vous pouvez créer une entreprise, devenir président de votre entreprise et réaliser justement votre parcours en tant qu'indépendant, d'accord? Maintenant, j'ai pris le cas des salariés et des étrangers. Comment est-ce qu'on peut maintenant devenir freelance? Quels sont les statuts? Premier statut, j'ai parlé de portage salarial qui est adapté lorsqu'on souhaite prendre des biens immobiliers, lorsqu'on est étranger et qu'on n'a pas la possibilité de créer une entreprise. C'est un premier statut, mais ce n'est pas le statut le plus intéressant financièrement, mais c'est déjà mieux que salarié parce qu'on multiplie par 2. Okay? Deuxième statut qu'on va souvent voir lorsqu'on veut devenir indépendant, c'est créer ce qu'on appelle une auto-entreprise. Qu'est-ce que c'est en gros? Lorsqu'on est auto-entrepreneur, il n'y a pas de différence entre nos revenus et les revenus générés par l'entreprise. Déjà, l'entreprise porte notre nom. Donc, c'est un peu une entreprise dans laquelle on ne peut pas déduire des charges. Ça veut dire que si je suis en auto-entreprise, pour mon travail, je dois me déplacer en transport en commun, dois me déplacer en voiture, par exemple. L'achat de la voiture ne peut pas être imputé à l'entreprise, l'auto-entrepreneur, en fait. C'est mon revenu personnel qui va acheter cette voiture. Si, par exemple, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai une chaîne YouTube pour mon entreprise et j'ai besoin d'une vidéo, d'un micro pour l'entreprise, en auto-entreprise, ce n'est pas possible de déduire cela. Si j'ai une chaîne YouTube pour mon entreprise et je vais besoin de mettre une caméra, en auto-entreprise, ça ne peut pas être déductible de mon chiffre d'affaires. Si par exemple j'ai un voyage d'affaires, si vous avez l'habitude de faire des missions avec vos clients, vous avez des déjeuners avec des clients, si vous avez des événements pour vos clients
et que vous êtes en auto-entreprise, vous ne pouvez pas déduire toutes ces charges-là du chiffre d'affaires. En fait, vraiment, c'est ça l'inconvénient de l'auto-entreprise. Mais le plus gros avantage, c'est que si par exemple vous gagnez 10 000 euros par mois en termes de chiffre d'affaires, en auto-entreprise, vous pouvez récupérer dans votre poche environ 70%, c'est-à-dire autour de un peu plus de 7 000 euros. Donc, vous voyez dire que c'est beaucoup plus intéressant que le salarié porté, où on parfois deux, on devait être autour de 5 000 euros. En auto-entreprise, on passe à 7 000 euros, voire 8 000 euros en fonction de comment vous optimisez, parce qu'au début, il y a des aides de l'État qui vous permettent justement de ne pas être trop imposé. Donc, en termes d'imposition, l'auto-entreprise, c'est le statut le moins imposé parmi tout ce que je veux présenter en fait. Lorsque vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes le moins imposé. Mais par contre, il n'y a pas de différence entre vos revenus personnels et le revenu d'entreprise. Et ça, c'est très important. Pas de déduction possible. Et même en termes de scale, il y a une limite. En termes de plateforme, je vous invite à aller regarder sur Internet c'est quoi la limite. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont vous dire, en fait, on peut dépasser la limite une année sur deux. Ce n'est pas le statut que j'ai choisi, mais je vois que beaucoup de personnes choisissent cette fonctionnalité-là parce qu'au début, en tout cas, c'est le moins imposé. D'accord? Maintenant, le troisième statut qui existe, qu'on recommande aussi, c'est ce qu'on appelle la SASU. La SASU, c'est une société dans laquelle, en fait, je suis la présidente de la société, je suis la directrice, et mes revenus, c'est une personne morale, en fait. Cette fois-ci, mon entreprise, c'est une personne morale, et il y a une différence claire entre mon entreprise et ma personne physique. Dans la SASU, ce qui est intéressant, c'est que, premièrement, toutes les charges liées à l'activité peuvent être déductibles du chiffre d'affaires. Exemple simple, le micro pour mon entreprise, pour faire des vidéos, c'est déductible du chiffre d'affaires. Avec ce n'est pas imposé en réalité. La caméra, c'est déductible du chiffre d'affaires. J'ai besoin d'une voiture de fonction pour faire des missions chez mes clients, c'est déductible du chiffre d'affaires. J'ai besoin de faire des voyages d'affaires, les voyages d'affaires sont déductibles du chiffre d'affaires. Vous voyez bien qu'en SASU, il y a pas mal de charges qui peuvent justement être déductibles du chiffre d'affaires, donc ça réduit en quelque sorte la base imposable. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième point, il faut savoir qu'en termes, comment est-ce qu'on gagne de l'argent justement? Parce que l'argent de l'entreprise, il y a une différence claire entre l'entreprise, la SASU, et la personne physique. Il y a une différence claire. Donc, il y a des mécanismes qui permettent de sortir de l'argent de l'entreprise vers la personne physique. Comment est-ce qu'on fait? Il y a deux solutions. Première approche, c'est qu'on doit se verser un salaire. Okay? Parce que vous êtes salarié, vous devenez salarié de votre entreprise et vous versez un salaire. Le salaire peut être, je ne sais pas trop quoi. Vous pouvez vous verser un salaire et vous payez des charges sur le salaire, vous payez des impôts, vous payez... Bref, c'est comme tout SASU classique. Donc, vers le salaire, on verse les cotisations sociales. Mais d'après mon expérience, c'est l'un des statuts où lorsque vous versez de l'argent dans votre poche, c'est très imposé. Je peux dire autour de 50%. Ça veut dire que si vous voulez prendre 2 000 euros, je dis n'importe quoi. Si aujourd'hui, vous voulez vous verser 2 000 euros de salaire, vous pouvez aller dépenser 4 000 euros pour pouvoir avoir ces 2 000 euros. Vous voyez un peu la nuance. Raison pour laquelle ce statut il est très imposé. On a également la possibilité de se verser des dividendes. En gros, en fonction des résultats de l'entreprise, lorsque l'entreprise a bien performé, vous pouvez vous reverser des dividendes. Ces dividendes-là sont aussi imposés. Donc, pourquoi est-ce qu'on recommande souvent la SASU? C'est lorsque vous avez une entreprise, vous êtes ambitieux, vous pensez que votre projet va vraiment aller à scale, vous avez d'autres projets en parallèle, donc ça peut être intéressant de créer une structure qui va employer des personnes, qui va justement grandir en fait. C'est dans cette situation-là qu'on pense à faire une SASU. Encore une fois, allez voir un expert comptable, allez voir un financier qui vous guide dans votre choix. Il y a également un statut EURL. Donc, lorsque vous souhaitez vous verser un salaire rapidement, apparemment c'est un statut où le salaire n'est pas aussi imposé que la partie SASU. Si il y a des experts financiers, dites-moi en commentaire les précisions sur ces statuts parce que moi j'ai tout de suite créé une SASU parce que moi je voulais faire grandir l'entreprise. Ma mission c'était vraiment créer une boîte de conseil, employer d'autres personnes, apporter de la valeur, raison pour laquelle je suis allé tout de suite vers la SASU. Donc si vous voulez démarrer tout doucement, commencez par l'auto-entreprise. En termes de charges impôts, c'est un peu plus faible. Donc vous pouvez commencer par là. Mais si vous souhaitez grandir tout de suite, pensez à faire aussi une SASU. Et quand on fait une SASU, un élément important, c'est qu'on doit tenir une comptabilité. Par exemple, la comptabilité, ça peut coûter autour de 2 000 euros par an, un peu plus de 2 000 euros par an. Donc, tout de suite, pensez à avoir un comptable. Ne cherchez pas à faire ça par vous-même. Vous êtes freelance, data science, intelligence artificielle. Franchement, ne cherchez pas à faire cette comptabilité par vous-même. Il faut comprendre les mécanismes financiers de l'entreprise. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut comprendre, mais déléguer cette tâche très rapidement pour être à la règle, pour pouvoir progresser. Donc, tenir de comptabilité, c'est obligatoire. Un autre point, c'est que lorsqu'on est en SASU, il y a la TVA qu'on va collecter. Lorsqu'on va, si par exemple vous demandez 500 euros de TJ par jour, en réalité c'est un TJ hors taxe. Donc il y a la TVA que vous collectez, il y a la TVA que vous déduisez dans vos exercices fiscaux. Bon, allez voir un comptable.
qui va vous accompagner là-dessus. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les statuts juridiques. Le message est clair. Si vous êtes étranger, pensez à commencer par le portage salarial. Ensuite, lorsque vous aurez une carte de séjour de 10 ans ou si vous souhaitez avoir la nationalité française, vous pourriez basculer vers justement l'auto-entreprise. Auto-entreprise, vous pouvez faire ça tout le temps. C'est d'abord intéressant de commencer par le portage salarial. Ensuite, vous pouvez basculer soit vers l'auto-entreprise, soit vers la SASU. Dites-moi en commentaire quelle autre question vous avez sur le freelancing. C'est vraiment la semaine où je partage mon expérience, tout ce que j'ai appris depuis 3 ans en tant que freelance. Je vous donne tout ce que j'ai appris vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez savoir. Une question qu'on m'a posée, c'est est-ce que c'est risqué d'être freelance? Pour moi aujourd'hui, le vrai risque, c'est de ne pas réaliser vos rêves tous les jours. Le vrai risque que vous avez dans votre vie, c'est d'avoir des idées et de ne pas passer à l'action. Le vrai risque que vous avez aujourd'hui, c'est de vivre une vie dans la peur. Je suis salarié, j'ai peur de devenir freelance. Il faut savoir que nous sommes en France, il y a toujours des mécanismes qui vous permettent justement de ne pas aller complètement à zéro. Il y a par exemple le chômage, il y a France Travail qui vous aide justement à créer votre entreprise. Il y a des accompagnements en fait qui permettent de limiter le risque. Je ne dis pas que le risque est à zéro, mais pour moi, le plus grand risque dans une vie, c'est une vie dans laquelle on n'est pas aligné avec nos valeurs. J'ai voulu devenir freelance, je suis devenu freelance. Est-ce que c'est dur parfois? Oui, c'est difficile. Mais ça fait partie du jeu. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre, l'argent du beurre. Rien n'est facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. OK? Si c'était facile, tout le monde le ferait. L'être humain, par nature, on aime la facilité. Tout le monde veut le moindre effort. Un conseil que moi j'ai appris, OK? Écoutez bien ceci. Si vous avez 2 possibilités, une solution qui est facile, une solution difficile, choisissez toujours la solution la plus difficile. Parce que beaucoup de personnes ne vont pas choisir la solution la plus difficile et c'est souvent la solution la plus rentable. Et surtout quand on est jeune, franchement, vous avez moins de 30 ans, vous avez le temps d'échouer. Vous avez le temps de tester. Vous n'avez aucun risque. Vous n'avez rien à perdre. Testez dès maintenant. Au pire des cas, vous allez comprendre que le marché de freelance est difficile. Trouver des missions, c'est pas difficile. On apprend, mais on passe à l'action. Et une autre philosophie de vie que moi j'ai, c'est que si j'ai une idée, même si tout le monde me dit que l'idée n'est pas bonne et que je ne comprends pas, par contre, si par exemple vous me dites que ce que je dis n'est pas pertinent et que je ne comprends pas, ma mission à moi, c'est de comprendre pourquoi, de découvrir par moi-même en fait, ok? Même si après j'avais tort, vous voyez que c'est un parcours, j'ai appris. Parce que si on me dit et que je ne comprends pas, il faut que j'expérimente par moi-même pour comprendre. Donc, premier point. Maintenant, si on me dit et que moi j'avais raison, c'est bénéfique pour moi d'aller tester. Donc, dans tous les cas, testez les amis. Vous voulez être freelance, allez-y, devenez freelance. Vous voulez créer votre entreprise, allez-y, créez votre entreprise. Parce que vous n'avez qu'une seule vie et le vrai risque, ce n'est pas tant le CDI, c'est pas tant le freelancing. Le vrai risque, ce n'est pas vivre une vie et aligner avec vos rêves. Et un deuxième point avant de terminer, ce qui donne la sécurité, ce n'est pas un contrat de travail. Le CDI, ce n'est pas une sécurité. Vous pouvez être dans ces rues malheureux, gagner moins d'argent, vouloir changer, mais rester enfermé pendant toute votre vie dans un métier. Alors qu'en réalité, la vraie sécurité pour moi, quel que soit le statut, entrepreneur, salarié, la vraie sécurité, premièrement, c'est le réseau. Parce que c'est grâce au réseau que vous allez réussir à avoir des opportunités. Même en CDI, si vous souhaitez progresser, les amis, ça passe par le réseau. Si vous souhaitez avoir des opportunités de dingue, ça passe par le réseau. Développez votre réseau dès maintenant. En freelance aussi, vous allez voir que la plupart du temps, il y a des missions, c'est le réseau aussi. C'est le réseau, les amis, réseau first. Et si je vous partage également une vision de Steven Bartlett, il a dit ceci, pour pouvoir, c'est un podcast qui Diary of CEO, pour pouvoir réussir dans la vie en fait, il faut remplir 5 buckets. Your knowledge, c'est-à-dire vos connaissances, vos compétences, your skills, parce que lorsqu'on applique les connaissances, on a les compétences. Your network, le réseau, c'est ça qui apporte des opportunités. Vos ressources, c'est-à-dire ressources financières, ressources humaines, et enfin votre réputation. Si vous avez ces 5 choses, que vous soyez salarié ou freelance, en fait les amis, vous aurez une carrière de dingue, je suis convaincu. Donc allez-y, c'est à votre tour de vivre la vie que vous souhaitez avoir. En tout cas sur la chaîne YouTube, ma mission, c'est de vous pousser à vivre la vie de vos rêves grâce au retour d'expérience que je fais. Je suis devenu freelance, il y a des moments qui étaient plus difficiles que d'autres, je pourrais vous en parler, mais je suis très contente d'avoir expérimenté ce type de travail. Je suis entrepreneur, je pourrais partager avec vous les retours d'expérience sur les business que j'ai créés, sur les business que j'ai lancés. Dites-moi en commentaire quelle autre vidéo vous souhaitez que je réalise sur le sujet, quelles sont vos questions. Les amis, likez, vous commentez, vous partagez. Et si vous souhaitez savoir comment faire pour créer une chaîne YouTube qui marche, allez regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Si vous souhaitez savoir comment est-ce que moi j'ai fait pour devenir freelance,
allez regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Vous likez, vous commentez, vous partagez autour de vous pour aider d'autres personnes à devenir freelance rapidement. Et surtout, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce magnifique challenge. J'arrive. Let's go!